au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Il est beau ce globe. Il va être bien à côté des deux autres. Ouais, carrément, mais il est un peu fragile, non? Bah oui, c'est du cristal, donc forcément bien fragile. Ouais, c'est sûr. Tellement beau, ouais. Il est très très beau, il est à la hauteur évidemment de ton talent. Qu'est-ce que ça fait justement ici de gagner encore et encore et encore cette saison après une saison dernière exceptionnelle? C'est vrai que je suis émue de recevoir ce gros globe parce que c'était un de mes objectifs de la saison et voilà, je le réalise et ouais, voilà, c'est une croix cochée en plus sur ma petite liste d'objectifs. Donc vraiment hyper satisfaite que tout ce travail mis en place et marché en fait. Perrine Lafont, championne olympique évidemment l'année dernière. Et ici donc lauréate du Chrono d'Or. Sympa cette cérémonie ici vraiment pour clore la saison et puis vous rendre hommage. Oui, c'est ça, c'est une super initiative de la Fédération française, de ski chrono aussi, de toutes ces personnes qui œuvrent autour de nous pendant toute la saison. Et voilà, ça fait chaud au cœur de savoir qui après une grosse saison comme ça, continue à nous soutenir et voilà, nous félicite par la même occasion. Donc ouais, c'est top. Et mettre à l'honneur aussi ce freestyle qui compte beaucoup ici aussi en France. Il y a une histoire vraiment avec le freestyle, avec les boss en France. Oui, et c'est vrai que avec Edgar Goupiron, Raphaël Monod aussi pour les filles. Voilà, Candy Gilles aussi. Il y avait énormément de bosseuses, de freestyleuses qui ont performé dans le ski freestyle. Donc c'est vrai que c'est top de voir que ça perdure dans le temps et que la discipline est toujours autant à l'honneur et récompensée pour tout ça. Et puis on essaye de par nos résultats d'essayer que ça continue encore. Puis c'est que le début. On espère, on croise les doigts en tout cas. C'est très sympa. Merci beaucoup Perrine et bonne soirée. À bientôt. Bastien, il est où le globe? Il est juste là, encore là, dans la valise, on peut le montrer. Regarde Baptiste. Il n'est pas secret, non? On le sort que pour les grandes occasions? Non, puis même il reste dehors. Quand je suis à la maison, je ne vais pas le laisser dans sa caisse, il est dehors. On le sort après pour toutes les manifestations courant avril où on est sollicité. Voilà, c'est l'occasion. Qu'est-ce qui représente ce globe de cristal? Il représente beaucoup de choses. Il représente surtout une saison réussie, une saison régulière au top niveau où le globe c'est le résultat d'une saison entière et pas que d'une seule course. C'est vraiment toute la saison, donc pour moi c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de joie d'être avec quoi. Et beaucoup de travail aussi. Et beaucoup de travail, bien sûr, ça commence par ça. Là franchement, heureux? Oui, non, c'est vrai que c'est la fin de saison, donc on est là pour fêter un peu justement tous ces résultats avec tous les athlètes aussi, parce que c'est vrai que c'est bien de se retrouver avec les autres disciplines. Alors Moritz, on s'était vu en tout début de saison. La saison avait même déjà commencé. Toi, tu avais pris ton temps vraiment pour t'entraîner. Tu étais un petit peu dans le mou. Ça allait encore pas trop. Et puis, tu as explosé juste derrière. Oui, je me rappelle bien. C'était quelques semaines avant que j'alle à Davos. Et j'étais un peu en reconstruction. Faire le vide et repartir sur des bonnes bases d'entraînement. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que c'était lancé, il y a eu un peu encore des hauts débats, mais je suis très heureux et très heureux de la saison malgré tout. On dit que dès qu'il y a des podiums, ça efface toutes déconvenues, donc c'est le cas. C'était peut-être ce qu'il fallait justement avant la saison, faire le vide, prendre son temps. Ouais, des fois il faut. Le sport c'est le physique certes, mais il y a aussi une bonne part du mental et il faut. Il y avait une fatigue, il y avait peut-être aussi fatigue mentale, un peu de tout. Les crises post-JO comme on dit des fois. Donc il fallait faire ça pour partir sur une bonne base et ça a fonctionné.
Ça c'est pour tout à l'heure, Justine. Tout à l'heure. Ouais. Peut-être, certainement, ouais. Et champagne pour une super saison, hein. Des hauts et des bas, mais vraiment un super résultat pour vraiment couronner cette saison. Oui, le mois de mars s'est bien terminé avec les championnats du monde, ce qui était l'objectif de la saison. Première médaille individuelle. Et je dirais que même l'équipe de biathlon, on a eu des résultats un peu en deçà de ce qu'on a connu les dernières années, mais c'est pourtant une équipe qui est en train de monter en puissance et je suis impatiente d'être l'année prochaine, même si je vais profiter des vacances là. Et voilà. Mais on peut se dire aussi qu'une équipe finalement ne peut pas toujours être complètement au top. Il faut aussi peut-être passer par des moments un peu plus creux pour mieux rebondir, pour mieux se préparer aussi après une saison olympique comme on l'a connue. Mais complètement, je suis absolument d'accord. C'est pas la progression dans le sport, et je pense que c'est applicable dans plein d'autres domaines. Il n'est pas linéaire. Et ces moments de creux sont justement la preuve que le travail doit être effectué. C'est une année de transition et elle apporte d'autant plus de pistes, de réponses et peut-être une évolution parce qu'il y en avait besoin pour arriver meilleur. La saison a été compliquée. Il y a cette médaille qui redonne un peu de couleur et qui reteinte un petit peu la saison. Et ouais, c'est un beau symbole. Elle a vraiment de la valeur ici, cette cérémonie ici. C'est sympa de se retrouver tous ensemble, toute l'équipe de France. Qui que ce soit, alpin, biathlète, fondeur. Nous, ça permet de voir les autres athlètes aussi qu'on ne croise pas beaucoup. Et ouais, c'est un peu nos César à nous. C'est l'occasion de bien s'habiller avec un super polo. Et ouais, c'est une belle occasion aussi de terminer la saison comme on fait la présentation, comme ils l'ont dit en fait. L'ouverture de saison à Paris et la fermeture dans le plus beau pays du monde, en Haute-Savoie. C'est bien. Pour nous, en plus, Télé Grenoble, c'est l'occasion de vous voir parce que vous êtes toujours un petit peu partout dans tout le monde. Et ça nous fait... Oui, mais on prend, on aime ça aussi. Simon, tu vas beaucoup nous manquer en tout cas, mais tu n'es pas bien loin, j'espère. Non, je suis pas bien loin. Je viendrai débriefer les courses de biathlon sur les plateaux de Télé Grenoble. Ce sera avec grand plaisir. Ça, avec grand plaisir. Quentin, voilà, le lauréat. On peut le voir ici, ce chrono d'or ? Voilà, fier. Alors, je vais pas le cacher. Qu'est-ce qui représente ce chrono d'or ici, aux côtés de garçons aussi qui ont vraiment fait l'histoire, qui la font encore, du biathlon ? Être lauréat du meilleur français en biathlon, c'est un énorme succès parce qu'on a tellement de densité en équipe de France que ça devient, quand on est meilleur lauréat français, on fait partie des meilleurs mondiaux aussi, donc c'est un beau trophée. De la densité puis du niveau très haut. Hein. Ouais, toute la saison, on a été 4 voire 5 dans les top 10 du général avec même, je pense au reste aussi de l'équipe qui était très fort. Donc quand on s'entraîne avec une équipe comme ça, on s'entraîne avec les meilleurs, donc c'est top. Ça fait quoi d'arrêter sa carrière après tous ces beaux moments ? Forcément, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, mais on se dit, je pense que dans une philosophie de vie, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a surtout quelque chose qui commence. Donc à voir ce que l'avenir nous réserve et aller chercher les opportunités qui se présentent. Absolument. Et vous avez le temps aussi finalement de vous décider et puis de prendre ce qu'il y a de meilleur. Alors avoir le temps, je pense qu'il faut prendre le temps et par contre il ne faut pas non plus patienter. Il faut aller au-devant de ce qui arrive et ne pas laisser les événements un petit peu prendre leur cours sans nous. Ça c'est sûr, sous le regard admiratif et attendri de Tessa. Ça c'est un gage d'amitié. Ah oui, ouais, en plus avec Anne-Sophie, ça fait de nombreuses années que ça fait. Toi, t'étais 2 ans avant moi. On a vu des photos de 2002. Il y avait le coq avant, donc on avait 10 ans. Non, j'ai skié aux côtés d'Anne-Sophie depuis le début. Et voilà, c'est sûr que ça fait quelque chose. C'est notre génération qui commence à aller vers de nouveaux horizons. Et voilà, mais je sais, moi, j'ai aucun souci pour Anne-Sophie. Je sais vraiment que ça va marcher dans n'importe quel autre domaine. Et comme elle l'a dit, il faut qu'elle trouve son rêve.
Et vous, votre rêve, alors, il est où maintenant? Après un super début de saison aussi, on était hyper contents, n'empêche, pour cette super ouverture. Alors, il est où? Là, tout de suite, c'est le repos. C'est vraiment... C'est le rêve des tropiques ou... Non, ouais, c'est vrai que on a tous vécu une saison intense, comme d'habitude, comme toutes les saisons hivernales. Moi, j'ai envie de me reposer pour me remettre d'aplomb et pour rattaquer un nouvel hiver. Et voilà, le rêve, c'est de continuer à se faire plaisir et à faire son ski, quoi. Donc voilà. Parce qu'une saison, c'est des hauts, c'est des bas, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de froid, c'est beaucoup de plaisir aussi quand même quand les podiums sont là. Oui, voilà, c'est surtout beaucoup de plaisir, c'est beaucoup d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et c'est vrai que tout ça, ça prend aussi de l'énergie, et quand on arrive à la fin de l'hiver, on est un petit peu KO, mais ça vaut le coup. À chaque fois, ça vaut le coup, et c'est ça qui est le plus important. Faites-nous un beau sourire toutes les deux, on est tellement contente de voir vraiment cette image. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup Tessa Worley, Anne-Sophie Barthé, et puis super retraite, et à très vite. Ouais, merci. Oh, il est très sollicité, le champion des champions. Bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Ouais, Alexis Pinturo évidemment. Le chrono d'or, il a sacrément de la valeur ici, il couronne une saison exceptionnelle. Ouais, c'est forcément un moment particulier, un moment où une manière de récompenser et de remercier un peu tout le monde, les partenaires justement qui nous soutiennent tout au long de l'année, et puis aussi bien sûr la fédération. Donc c'est histoire de faire une belle dernière soirée avant de prendre le chemin de l'été. Est-ce que vous réalisiez tout au long de cette saison de ce que vous étiez en train d'accomplir? Pas vraiment, parce que dans le sens où on est toujours concentré sur la prochaine épreuve, sur le fait qu'il faut continuer de s'entraîner, continuer de se reposer pour être en forme justement pour les week-ends et les échéances qui arrivent. Donc on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on est en train de réaliser, on essaye tout simplement de vivre au jour le jour et à chaque fois d'être performant sur les week-ends qui arrivent. Ouais. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul? Aujourd'hui, je dirais que c'était un très bel hiver pour moi, avec beaucoup de succès, et donc automatiquement plutôt fier d'avoir réalisé tout ça. Maintenant, je sais qu'il reste encore de belles années devant moi, donc on va rester quand même aussi assez calme avant de vraiment tirer un trait sur finalement ce que j'aurais réalisé dans ma carrière. Voilà, la tête sur la terre ferme, mais bien motivé quand même. Exactement. Ouais. Ok, super. On se retrouve bientôt sur le plateau de Télégrenoble, hein? Eh ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Super, l'invitation est lancée. À très bientôt et félicitations. Merci beaucoup, merci. Tu es impatiente de rechausser dans quelques jours? Oui, au mois de juin, j'aime beaucoup la reprise qu'on fait sur le glacier du Pisaya à Val d'Isère, parce que c'est une reprise qui me semble assez essentielle pour me ramener un petit peu à mes origines, parce que le printemps est riche en sollicitations, en événements, et c'est vrai que de pouvoir remettre un petit peu les pieds sur les planches, ça rappelle un petit peu ça nous rappelle un peu pourquoi on fait tout ça, et moi ça me permet de me reposer et de reprendre un petit peu. C'est un peu drôle parce que c'est l'entraînement, normalement ça nous fatigue, mais moi ça me repose et ça me permet de reprendre aussi le rythme de l'entraînement après un printemps qui est un petit peu différent de tout ce qu'on vit le reste de l'année. Et en quoi est-ce que ça consiste, du coup, alors? Parce qu'il y a aussi, il y a à la fois les skis, mais il y a tout le reste. Ouais, et ben ça consiste à tout ça, tout ce que vous voyez. Pas mal d'activités diverses et variées. Alors la chance qu'on a en ski alpin, c'est qu'il faut développer un maximum d'aptitudes. Donc du coup, on pratique pas mal de différentes disciplines. Donc ça peut aller du vélo, comme on disait tout à l'heure. Moi, j'ai limité un petit peu la course à pied, mais on en fait quand même un petit peu. On fait du VTT, on fait des sports co, on fait beaucoup de musculation, on fait de la proprioception, on fait un petit peu d'athlétisme. En fait, on essaye de vraiment avoir une machine développée et capable de répondre à différentes situations auxquelles il faut s'adapter, parce qu'on n'a pas un terrain lisse. Les conditions sont toujours différentes, les tracés aussi. Donc il faut avoir un corps apte à répondre à tout ça. Dans quelle discipline tu te sens le plus à l'aise et où tu maîtrises le plus ton sujet? Alors je dirais que la première, c'était le slalom, où vraiment j'étais très à l'aise et j'avais vraiment cette marge qui me permettait de vraiment m'amuser et de pas trop prendre la tête sur cette discipline. On s'est un petit peu fâchés après les Jeux de Sochi, donc ça a été c'est une discipline où je t'aime moi non plus, parce que c'est une discipline où on peut sortir très rapidement, mais c'est aussi ce qui fait sa beauté. Et aujourd'hui, je suis assez épanouie en géant. C'est une discipline qui me tenait un peu à cœur, parce que pour moi, c'est un peu les origines, quoi. C'est une fois que tu as des belles capacités en géant, des belles aptitudes en géant, et
tu peux les distribuer un petit peu. C'est la discipline de base. C'est la discipline de base, exactement. Tu peux les distribuer dans chacune des autres disciplines. Et les disciplines de vitesse, c'est des disciplines dans lesquelles j'étais vraiment mal à l'aise au début de ma carrière. J'avais pas assez d'expérience. Je suis quelqu'un d'assez peureuse. Et voilà, donc j'ai développé une expérience qui me permet aujourd'hui de vraiment m'amuser en descente et d'avoir cette sensation-là d'être à la limite, d'être sur le fil. Et c'est hyper grisant. Alors, on parlait tout à l'heure d'entraînement. Alors, il y a aussi un entraînement qui est assez spécifique aussi, c'est le step, c'est ça. C'est toujours donc, les escaliers, la montée des marches, donc. On en parle. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors, oui, on va parler robe et maquillage. Le sport, c'est bien, mais strass et paillettes, c'est sympa aussi. Tout à fait. Je ne sais pas si c'était le but en l'occurrence, mais ça s'est bien passé, cette montée. Ça s'est bien passé, ouais. C'était pas forcément noté dans la préparation physique. Ah, vraiment. Mais ça sert, ça aide. Mais ça aide pour... Là, on parlait de la proprioception, c'est pas mal pour les talons. Voilà. Alors, Laurent, qu'est-ce que ça fait donc de monter les marches à 4 En talons. En talons, oui, on les voit pas. Ils étaient hauts. Oui. Qu'est-ce que ça fait? C'est assez incroyable parce qu'en plus c'est la montée des marches avec L'Oréal parmi les égéries L'Oréal, c'est-à-dire qu'il y a devant toi Isabelle Adjani, derrière toi Leila Bekti, donc tu es au milieu de ces actrices, voilà, et là, tu fais, ok, donc je fais partie de ça, mais quelle est la raison? C'est vrai que c'est assez impressionnant en fait. J'avais jamais imaginé que ma carrière pourrait m'amener sur de telles expériences et voilà, L'Oréal, c'est un beau contrat d'ambassadrice, mais par tout ce qu'il représente, par les valeurs qu'il me fait incarner, par la relation que j'ai aussi avec l'équipe L'Oréal, qui est super attentive et très gentille avec moi, parce qu'ils savent que je suis pas du tout une mannequin de formation. Et donc, ils sont aux petits soins, ils sont adorables, ils m'ont pris pour qui j'étais, parce que je suis une athlète, que je suis une femme épanouie et peut-être handicapée aussi, mais en tout cas, c'est super chouette parce qu'ils sont vraiment attentifs à ça et je suis pas juste une mannequin, quoi. Je suis leur ambassadrice. C'est pour ça qu'ils utilisent vraiment le terme d'ambassadrice. On n'est plus des égéries, on est des ambassadrices. En fait, c'est tombé au moment où ils voulaient vraiment diversifier leur image de marque et plus faire appel à des mannequins, mais plutôt à des femmes qui représentent leur clientèle. Donc apparemment, je fais partie de ces femmes. Alors, tu fais le grand écart, c'était aussi ambassadrice pour Poma, donc c'est un monde un peu plus... Tout à fait. On peut être maquillé sur un télésiège. Et finalement, les télésièges sont plus très loin du milieu urbain non plus et transportera peut-être des femmes avec des talons un jour. C'est déjà le cas d'ailleurs, dans certaines villes. Le jour se lève timidement sur les deux Alpes. Les Bleus, elles, sont debout depuis plus d'1 heure. La saison a beau débuter à la mi-décembre, il faut déjà s'entraîner dur, faire le plein d'énergie aux aurores et savourer le café. Il est bon? Ouais. Heureusement qu'on en a le matin quand même. Hein. Ça fait tôt là, quand même. Ben, il est 5h29. C'est vrai que ça fait un peu tôt. Vous avez l'habitude. On n'a pas bien le choix en fait. Juste ça. Mais bon, et allez. Non, elles n'ont pas le choix. Si on veut trouver de la neige praticable en juillet, il faut grimper avant le lever du soleil jusqu'au sommet du glacier. Ça va bien. J'ai déjà dormi chez toi, mais... ouais. Pendant 1 semaine, les skieuses de l'équipe de France jouent le même rituel, de la glisse à la préparation physique, en passant même par des tests de résistance et de lucidité au petit matin. Rien ne doit être laissé au hasard. Pour leur 2e stage de reprise, le staff leur a concocté un programme peu intense, mais très dense. Ça fait des belles matinées quand même parce qu'on skie 4 heures d'affilée à 3002, c'est les deux Alpes, c'est toujours comme ça. Mais bon, on est là pour enchaîner les manches et reprendre tous les aspects techniques et voilà, se faire un peu la caisse pour cet hiver. Il est 6h50, toutes les équipes se retrouvent au pied de la dernière remontée. Toutes descendeuses, slalomeuses, géantistes. Le stage est commun, l'esprit de groupe est élargi. Ensemble, elles observent une longue séance d'échauffement.
Ça va. C'est grand beau. 7h30, il est l'heure de chausser, de prendre les pioches et de gagner le sommet pour les premières descentes. Aïe, aïe. Chacun son couloir. L'avantage d'être rassemblés au même endroit à la même heure, c'est de s'inspirer des méthodes de chacune. L'idée, c'était aussi de pouvoir travailler des fois ensemble, avoir un peu des échanges, des opinions et des travail. Ça, c'est la chose plus positive. Oubliez le réveil à la dure. Ici, le plaisir de skier sans pression gomme toutes les contraintes. 13h, fin de l'entraînement, les équipes se séparent pour rejoindre leur camp de base. L'un des meilleurs moments approche pour les descendeuses, le déjeuner au Chalet Mounier. Après une bonne pause, nos skieuses préparent le physique à la manière classique ou ludique. 20h, retour des plaisirs de l'assiette composée en respectant rigoureusement la diététique avant de refermer les mirettes jusqu'à 4h30. Voilà, on est contraint de déchausser parce que vous avez vu, Laurent m'a fait tomber volontairement. C'est pour ça que je te laisse gérer les interviews, Laurent. On est ici avec les spécialistes de la descente. Bonjour Marco. Bonjour. Bonjour. Donc Marco, entraîneur de la vitesse française. Marco, on s'est quitté fin mars après la saison. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de ce groupe vitesse? Comment vont les filles? Alors, ce groupe de vitesse, on a commencé la saison de préparation avec un stage exprès pour deux filles qui se sont blessées sur la fin de la saison. Sur les courses de Gran Montana, c'était Tiff Gauthier et Laura Gaucher. Alors, on a travaillé beaucoup sur la réathlétisation au niveau physique pour retourner. On a fait exprès 2 journées avec les deux à l'Iseran pour voir la condition, pour voir si c'était possible de réintégrer le travail du groupe. C'était bien passé, ils ont bien récupéré au niveau physique. Il y a juste que Laura qui a encore un peu de problèmes d'inflammation, mais on est tout le temps à regarder avec la gestion du volume de travail. Mais on est reparti avec tous les groupes à Val d'Isère. Cette année, sur le premier stage, il y a Jennifer Pio, Gaucher et Tiff Gauthier. Roman, elle fait deux stages avec le groupe des géants. Et on se retrouve tous le prochain stage ici au Des Alpes, tous les groupes complets, aussi Roman. Qu'est-ce que tu vas rechercher sur ce bloc ici aux Deux Alpes par rapport au stage de Val d'Isère? Qu'est-ce que tu recherches, toi, pour les filles? Alors, on a commencé le stage de Val d'Isère après une grande analyse de ce que sont été les points faibles l'année dernière, un peu sur toutes les disciplines. Et on est reparti avec un programme spécifique pour chaque fille. Et cette année, le groupe s'est réduit. Ça veut dire que l'objectif, c'est de travailler avec beaucoup de qualité, avec un travail aussi technique sur la neige un peu plus personnalisé pour chaque fille. L'idée, c'est de commencer avec 2 grands stages sur des bases techniques. On travaille des géants. Et déjà ici, les dernières journées, remettre un peu le ski de vitesse. Les grands skis. Les skis de vitesse des super géants pour reprendre un peu les équilibres avec les skis plus longs. Comment vous vous adaptez par rapport à la canicule, à la chaleur, aux conditions sur glacier? Qu'est-ce que vous avez modifié? Alors, la chose, c'est qu'on a vu de la chance parce que c'est vrai que sur l'après-midi, ça sent beaucoup la chaleur. Mais sur la neige à l'Iseran, il y a la possibilité de monter très tôt. Ce n'est pas trop difficile à céder au glacier. Et on a vu de belles conditions. Et ici, aujourd'hui, c'est notre première journée. On a terminé maintenant. On a fait 14 manches, les premières 8 manches avec la neige dans la même condition. Que ça, c'est très important pour commencer à travailler sur le setup de matériel pour ne pas avoir trop d'écart sur la différence de neige. Cette saison, pour toi, l'objectif de ce groupe, l'objectif collectif, c'est quoi? C'est aller intégrer un peu plus de top 15. Et puis, par exemple, pour une leader comme Romane, c'est aller chercher un premier podium après ces 2 top 5?
Alors pour moi, l'objectif de ces groupes, c'est vraiment croire sur avoir de la confiance sur les potentialités qu'elles ont chacune pour arriver à avoir toutes les filles à la finale de la saison de la Coupe du Monde sur la discipline de vitesse. C'est un objectif qu'il y a des filles qui ne l'ont jamais accompli, ne l'ont jamais obtenu, mais je crois qu'il y a la possibilité d'arriver avec toutes les 4 filles à la finale de la Coupe du Monde. Donc dans les 25 premières mondiales. Exactement, ça c'est l'objectif général sur la discipline de la vitesse. Après, avec Roman, c'est clair, elle doit continuer sa progression. Je crois que toutes les saisons, que tu fais une belle saison ou une saison un peu moins bien, il se répare toujours de zéro. Alors, il ne faut pas trop penser à faire le podium, mais continuer sa progression parce que tout l'été, on va repartir de zéro. Alors, la belle chose, c'est continuer à être fort sur ce qu'elle a gagné l'année dernière au niveau de confiance et continuer à travailler pour arriver toujours à être plus proche à la leader de la discipline de la vitesse et aussi un géant, elle a de bonnes possibilités. Eh bien super, c'est vrai qu'on aimerait bien rester ici au soleil, mais on va bosser un peu et on va prendre des nouvelles des filles tout de suite. Team Vercors-Isère dans toute sa diversité avec le handisport et avec Thomas Dubois qui est athlète non-voyant. Est-ce que tout va bien, Thomas? Oui, super bien, tout va bien. Ici dans cette grande famille avec ton guide, donc Bastien Sauvage. Et c'est important d'appartenir dans à cette grande famille en fait quand on pratique le sport assez complexe que vous faites tous les deux. Oui, surtout qu'on vient d'un sport individuel. Quand on est sur esquille, dossard sur le dos, c'est un monde où on travaille que pour soi. Mais c'est important aussi de pouvoir le reste du temps s'appuyer sur des amitiés qui se créent à travers ce sport et sur la famille qu'on a dans le Vercors. Pour partager des émotions, partager des choses et partager notre savoir aussi. Et trouver de la motivation. Alors, j'ai pas présenté toute la famille. On a Jarod qui est là. Coucou, ça va toi? Voilà. Donc quand même, il a un rôle prépondérant, capital celui-ci. Ouais, il me suit un peu partout, ouais. Emmanuel. Est-ce qu'il vous suit aussi à l'entraînement? Ah non, c'est le seul endroit, le seul moment où il me suit pas. Sinon, il me suit pendant les cours, mais pas sur le ski. Ouais. Voilà. Comment ça se passe à l'entraînement? Vous entraînez finalement tout le temps tous les deux? Vous êtes inséparables ou de temps en temps vous faites des entraînements chacun de votre côté? Non, il faut qu'il y ait des moments où moi je puisse m'entraîner de mon côté et Thomas aussi. D'une part pour pouvoir fournir un travail qui va être bien fait et spécifiquement pour nous, puis aussi pour la tête aussi, parce que c'est vrai qu'on est vraiment toute l'année ensemble, tout le temps. En plus, on a un engagement l'un vers l'autre qui est assez important, donc c'est bien aussi des fois de pouvoir continuer à pratiquer notre sport de manière individuelle pour prendre du recul et être toujours présent quand il faut au moment où on est tous les deux. Vous entraînez finalement comme les fondeurs valides, comme les biathlètes valides, avec du ski roue, avec de la course à pied. Comment ça fonctionne? Ouais, voilà, du coup on fait toute la préparation au printemps en tandem du coup pour le vélo, en course à pied et après en ski à roulette comme les valides, voilà. Les objectifs cette saison, c'est quoi? Une saison sans grand championnat? Si, voilà, cette année on aura, donc c'est la particularité de cette année, d'habitude on avait des championnats du monde qui se passaient tous les 2 ans et par souci de copier le circuit valide, on aura cette année les championnats du monde que de biathlon, donc qui se dérouleront maintenant tous les ans. Donc voilà, ça sera ça à partir de la mi-mars et d'ici là on évoluera sur le circuit Coupe du Monde. Avec des objectifs élevés? Là déjà c'est se qualifier pour les mondiaux, donc il nous faut un top 6 en biathlon en Coupe du Monde, donc déjà essayer de viser ça et pourquoi pas mieux et voilà, surtout mettre tout ce qu'on sait faire à l'entraînement vraiment pendant les courses, chose que j'avais un peu du mal avant à tout fournir dans l'ordre et au bon moment. Alors voilà, donc là on va mettre les choses au point et ça va aller. Ok. Merci messieurs. Thomas, Bastien, super saison à vous et à Jarod aussi. Ça y est, il s'est couché. Allez, merci messieurs encore.
15 ans, comment on vit ce déracinement? Parce que il y a quand même plus de 700 km. Comment ça s'est organisé? Tes parents, ils ont dit quoi quand tu leur as dit je vais partir de la maison pour aller faire du biathlon dans le Vercors? Avec du recul, je me dis qu'ils sont encore plus fous que moi. Ouais. Parce que ça, c'était vraiment mon projet. Et mes parents ont toujours été là en support, en soutien, juste comme il faut. Ni trop présents, ni pas assez. Et plutôt dans une démarche de dire, bon, mais on va lui laisser toutes les chances de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils n'avaient pas du tout... je pense qu'ils ne réalisaient pas que je pourrais faire une telle carrière. Donc, ils m'ont mis dans les bonnes conditions pour réussir. Et puis moi, c'était mon projet. Alors clairement, les premiers mois où je suis arrivée à Villars, c'était compliqué. Parce que j'étais loin de ma famille, de mes amis, que j'étais encore loin du niveau. Je suis arrivée avec des jeunes de mon âge qui avaient de l'expérience. Et moi, j'avais tout à apprendre, donc ça a été dur. T'étais pas la meilleure? Ah non, j'étais pas du tout la meilleure. J'étais loin d'être la meilleure. Mais par contre, de suite, je me suis mise au travail pour combler ce retard. Et ce qui fait que dès la première course en décembre, c'était à Bessan. Première Coupe de France cadet. C'était juste avant Noël. Mes parents sont montés pour assister à la course et du coup nous redescendre, Martin et moi, après dans les Pyrénées. Et là, en fait, je gagne la course. Martin aussi, donc on était tout heureux après dans la voiture. Et surtout, c'était assez inespéré. Et pour l'anecdote, mon père m'a confié qu'il avait regardé la liste de résultats en partant par la fin. Donc c'est pour vous dire... non, mais c'est pas méchant, c'était une réalité. Enfin, à ce moment-là, voilà. Et là, ça a été le début après de l'aventure. Il y avait qui à cette époque-là, chez les filles, que tu as battues en cadette? Là, celles qui sont sur le circuit, elles y sont pas. Après, il y avait Marine Bollier. D'accord, qui a été ma coéquipière aussi en équipe de France. Mais après, Anaïs Bescon, elles étaient plus âgées. Enfin, les Marie Dorin, elles étaient un peu plus âgées que moi. 1-2 ans de plus. Donc, elles n'étaient pas dans la même catégorie. Et comment est-ce que tu as vécu l'envol de Martin? Alors, Martin, il s'est vraiment révélé aux Jeux de Vancouver. Ouais. Et c'est vrai que Martin a connu un début de carrière difficile, un peu mouvementé. Après sa première année dans le Vercors, il a voulu rentrer dans les Pyrénées, il a voulu arrêter, puis finalement ça lui a manqué, donc il est revenu. Qui lui dit de rester quand même, hein. Sinon il repartait, il aurait peut-être pas fait la même carrière. Non, lui il est parti. Ouais, il est parti et il est quand même revenu, mais c'était. Donc voilà, c'est quand même. Et après, quand vraiment il a décidé de faire ça, il s'est vraiment investi, il a tout mis en œuvre. Donc oui, il y a un moment donné où vraiment il a explosé, et là après. On ne l'a plus arrêté, quoi. Donc, mais personnellement, est-ce que vous qui avez commencé tous les deux, justement, qui avez bougé en même temps, qui rentriez au pays en même temps, est-ce que tu l'as vécu avec... De toute façon, on a fait nos carrières ensemble. Ouais. Lui, il continue. Moi, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté tôt. Mais c'est vrai que finalement, nos carrières, on a toujours été ensemble. On a le même âge, donc oui, forcément... Vancouver, vous êtes ensemble. Ouais. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait vraiment en tant qu'athlète parce que c'est solide de rester à un niveau, à ce top niveau dans un sport qui est aussi exigeant que le biathlon pendant des années. Et c'est... Et continuer. Ouais, c'est ça, et continuer et toujours avec cette même détermination, ce même engagement. Et ça, c'est vraiment la marque des grands. Et Martin, c'est vraiment un grand athlète. Il y a des athlètes très bons et après, il y a vraiment ceux qui se démarquent et lui fait partie de cela. Toi, à 26 ans, tu raccroches. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut en parler. C'était à Sochi? Ouais, c'était à Sochi. C'était le relais 4 fois féminin. Donc, une des dernières courses de ces Jeux Olympiques. La France, en tout cas chez les femmes, c'est vrai qu'on fait partie des favorites. Ça fait plusieurs Olympiades où on va décrocher des médailles. Donc voilà, c'est comme ça, on le sait, on est contente d'avoir ce rang-là. Après, il faut concrétiser. Et moi, je suis première relayeuse, donc j'ai la mission de bien lancer ce relais. C'est quelque chose que je connais, qu'a priori je maîtrise, après avec les aléas de la course. Et un début de saison réussi? Ouais, ça va. Plutôt, mais ça fait surtout 2 ans que je suis en surentraînement, que j'arrive à claquer de temps en temps des performances alors que physiquement je suis vraiment entamée et que je récupère pas. C'est un équivalent de burn-out, mais c'est multifactoriel, hein, donc c'est pas... En sport, on emploie le terme surentraînement, mais c'est pas uniquement lié à l'entraînement. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, pendant le relais, je pars, je donne tout comme d'habitude. D'habitude, je suis aux avant-postes,
parce que j'arrive à être tactique et à me faufiler, à imposer mon rythme. Et là, en fait, je donne tout, mais c'est comme si je vois mon corps de l'extérieur. Et en fait, je suis derrière, quoi. Et je subis le premier tour. J'arrive au pas tir, je bascule les 5 palettes, donc ce qui est quand même assez incroyable parce que j'ai l'impression d'être dans un état second. Ouais. Je sors du pas tir et là, il y a une grande côte et c'est une des difficultés de la piste. Et là, d'un coup, en fait, je m'effondre, mon corps me dit stop et je suis évacuée en civière. Donc ce jour-là, c'est la fin de ma carrière. Plus de son, plus d'image. Après ça, j'ai plus mis le dossard. J'ai décidé d'arrêter 3 mois après. Mais surtout, ce jour-là, mes coéquipières, en fait, elles n'ont pas pris le départ du relais. Ouais. Heureusement, 4 ans après, elles sont championnes olympiques. Donc, je suis détendue. Mais, après, elles ont eu aussi un peu peur, hein, j'imagine. Parce que ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de peur. C'est vrai que les images sont impressionnantes. C'est ça, c'est le trou noir. Ouais, c'est vraiment... c'est le blackout. Et à ce moment-là, c'est vraiment les signes du burn-out. C'est que c'est le corps qui stoppe là où le mental, il ne peut plus agir. Et tu avais eu des petits clignotants quand même qui te disaient que c'était peut-être ta dernière saison où tu aurais pu, s'il n'y avait pas eu ce malaise, essayer de continuer encore ou pas? Mais même avec ce malaise, j'aurais pu continuer en fait. Après ça, c'est des choix. Ouais. Les voyants, je les avais, les signaux en tout cas, je les avais depuis déjà 2 ans. J'avais fait des tests médicaux qui montraient bien qu'au niveau hormonal, j'étais en surentraînement. Après, j'ai pas eu le recul pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix pour récupérer, parce que ça aurait nécessité vraiment de faire une coupure de plusieurs mois pour récupérer physiquement et mentalement. Et mes entraîneurs, ils ont fait comme ils ont pu. Mais c'est vrai que j'ai manqué d'accompagnement pour arriver à prendre du recul et avoir plus de discernement. Donc oui, après, par contre, ce moment-là qui s'apparente vraiment à une sortie de piste, à un échec, m'a permis de comprendre beaucoup de choses et du coup, de transmuter cette expérience dans la seconde partie de ma vie, c'est-à-dire aujourd'hui. Pour la petite histoire, la dernière portion, je la skiais très vite. En fait, j'avais les meilleurs créneaux à chaque fois sur le bas de la piste. Et en fait, quand je suis là, collée derrière Kelsey Serrois et Marielle Thompson, en fait, je pense déjà à la section finale et où je pourrais les doubler. Et j'oublie, littéralement, qu'il y a un saut de 20 mètres qui m'attend. Parce que mon esprit est déjà en train... J'ai une ligne un petit peu différente des autres filles. Et je me dis, ça va frotter, mais c'est pas grave, je vais être solide. Bah oui, mais sauf que ma belle, il fallait amortir le saut avant d'être solide dans la ligne droite. Voilà, donc c'est marrant. C'est une confusion des paramètres à ce moment-là. Alors, est-ce que... Parce alors, qu'on sur peut Sochi, se dire, c'est peut-être l'adrénaline, c'est peut-être la pression que tu te dis, ça y est, enfin, je l'ai, je vais... Non. Bah, parce qu'en fait, je pense même pas aux médailles. Moi, ce que je veux, c'est doubler les 2 qui sont devant moi. Non, c'est clairement, je suis plus dans l'instant présent. J'oublie, je me projette trop loin, en fait, et j'oublie de faire ce qu'il faut faire à l'instant T. Mmh. Donc là, tu as trouvé finalement ce qui était arrivé. Ouais, là, c'était facile. Là, je l'ai su direct. Ouais. Alors que Pyeongchang reste une énigme, clairement. Je sais pas pourquoi il m'est arrivé ça. Voilà. Je sais que je crevais d'envie de représenter la France et de prendre le départ. Parce que mon sentiment, en fait, quand je me blesse et quand vraiment je réalise que je ne pourrais pas faire cette finale, c'est un énorme chagrin. Mais vraiment, le mot chagrin dans toute sa splendeur. Tout est vide, tout est... c'est comme... Je sais pas si tu te souviens, quand on est enfant, on a ces gros chagrins où on n'arrive pas à retenir ses sanglots. C'était vraiment ça. Mais vraiment ça. Tu as compris tout de suite que c'était très grave? Je voulais pas le comprendre. Non, comme je te le disais, je me relève, je finis le parcours, je remonte, je fais tester mon genou au médecin. Si tous mes muscles sont tellement tendus, il me fait le test du tiroir, il n'y a rien qui bouge. Je reprends le départ. Mais là, en faisant ça, en fait, je m'éclate le ménisque. Donc, voilà, là, le genou est réellement HS. Ouais. Et là, une surblessure. Et donc là, je sais que c'est grave, mais je crois que je peux encore courir. Non, mais il a fallu... Qui a dit stop? C'est toi? C'est en fait, clairement... La résilience à un moment aussi? Non, je suis allée faire l'IRM. On me disait que le genou était abîmé, qu'il y avait suspicion de rupture. Je disais ok. Ouais. Mais moi, dans ma tête, ok, c'est pas grave, on va faire un bon gros tape et je vais prendre le départ. Donc je refusais. Je refusais complètement l'évidence. Et en fait, c'est quand je suis retournée au village olympique avec les images,
le staff médical France, en fait, regarde les images et je leur dis... et donc, ils discutent. Là, il y a pas mal de mots techniques. Et à un moment, je leur fais « Ok, mais du coup, je peux quand même courir ?» Là, ils me regardent en me disant « Mais elle est timbrée, l'autre, elle n'a pas compris. » Ben non, c'est mort, tu rentres. Donc, en fait, j'ai vraiment refusé l'évidence jusqu'au bout, quoi. Il y a eu un déni, mais complet. pas de décès. Tu t'es pas dit, non, mais... Non, je peux le faire quand même, c'est pas grave. Ah non, là, je pouvais plus plier le genou, mon ménisque était en croix, etc. Non, ça marchait On plus. peut pas tout faire, même sur la dernière course d'une vie. Non, on pouvait pas. Non, là, c'était vraiment mort, mais je sais pas, j'y avais plus d'espoir, mais il y avait encore un rêve et je m'accrochais au rêve jusqu'à ce que vraiment tout soit fini, quoi, qu'on me le dise, vraiment il fallait que ce soit verbalisé, qu'on me regarde droit dans les yeux, sans détour, sans ah oui, regarde, là on voit bien la ligne de fracture, nanana. Moi ça, je m'en fous. Est-ce que là, tu t'es dit, tu étais quand même alors moins de résultats, mais tu te sentais très en confiance et très en forme et persuadée que tu pouvais faire quelque chose, que tu allais faire un résultat. Oui. Est-ce que tu t'es dit, c'était ma dernière chance? Ou est-ce qu'il peut toujours y avoir un après? Est-ce qu'à un moment donné, c'est toi qui as fermé la porte, vraiment? Ou est-ce que tu as quand même gardé un petit espoir pour Pékin? Ah ouais, non. Oui, parce que j'avais passé 40 ans, certes, mais quand on se dit qu'on est en forme et qu'après tout... Non, j'avais annoncé déjà ma retraite à l'issue de la saison. Un choix de vie, c'était sûr. Oui, parce que je sentais que j'étais vraiment au bout de moi-même et qu'ensuite, ce serait jamais qu'une grande dégringolade. Là, je savais que je pouvais pas tenir tout l'hiver, mais je savais aussi que j'étais capable, comme je te le disais, de faire un hold-up. Ouais, vraiment. Et les jeux, c'est à chaque fois l'arène idéale pour faire ce style de scénario. Donc c'est la Coupe de France presque en foot. Donc moi, je me voyais trop le faire, mais je me voyais vraiment le faire. Et il y avait plein de petits signes, il y avait plein de choses. Je me disais, ah ouais, mais ça c'est pour moi. Enfin, ouais. Donc, alors, j'étais pas dans l'euphorie non plus. C'est là où c'est bizarre, c'est que je pense que j'avais suffisamment de bouteilles pour garder les pieds au sol, mais en même temps, je prenais plein de choses comme ça et je me disais, parce que je faisais un petit peu de prep mentale, et quand je m'imaginais et que je devais faire mon espèce de petite bulle bien-être pour repousser les pensées parasites, je sais pas pourquoi la couleur orange m'apparaissait. Bon, voilà. Et ben, j'arrive à Pyeongchang, toute la typo du freestyle, elle est orange. Je me dis, mais c'est dingue, là, il est là mon cocon bonheur. Voilà, c'est chez moi. Voilà. Donc plein de petites choses comme ça. Et ben, tu vois, malgré tout, ça fait plouf. Ouais, cette prépa mentale, elle t'a peut-être aidé. Alors, tu es la personne la plus positive que je connaisse. Tu as tout de suite réagi en disant, il y a quand même plus grave, il faut prendre du recul. Est-ce que ça, finalement, c'est ce qu'on se dit, ce qu'on se répète, on fait un petit peu la méthode Coué pour tenir le coup, ou est-ce que finalement, tout de suite, tu t'es dit, bon, bah, allez, c'est pas grave. Non, il m'a fallu du temps vraiment pour avaler la pilule, mais c'est vrai aussi. Enfin, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que j'étais capable de voir qu'il y avait des choses plus graves. J'ai la chance d'être maman. Ça replace tout de suite les priorités dans une vie. Qui est plus petite d'ailleurs maintenant, Lilou a bien grandi. Qui va bien et qui est une sacrée nana aussi. Ouais. Donc si tu veux, voilà, je savais que j'avais déjà énormément de chance d'avoir vécu tout ce que j'avais vécu. Et cette course, je me l'offrais en fait. C'était plus un cadeau que je me faisais. Et j'avais envie de le vivre à fond et de la faire à fond. Donc il y avait quand même cette capacité de pas de côté, de recul. Mais en même temps, il y a un gros... un gros chagrin. Un gros chagrin, des gros trémolos dans les petites... Un gros chagrin à prendre, à avaler, à digérer et à transformer, ouais. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.